Bismillahirrahmanirrahim. Donc, cette vidéo, c'est la deuxième dans la série calcul fractionnaire. Alors, maintenant, on va définir l'intégrale fractionnaire au sens de Riemann-Liouville. C'est une intégrale donc, qui est très importante dans le calcul fractionnaire. C'est quelque chose de... c'est une clé. Donc, si on veut comprendre la dérivation fractionnaire, eh ben, on doit vraiment saisir ce que c'est une intégrale fractionnaire au sens de Riemann-Liouville. On va commencer par l'intégrale classique donc, de Riemann-Liouville. Elle n'est pas fractionnelle celle-là. Alors, soit f est une fonction continue intégrable sur AB, B peut être égal à plus l'infini. On suppose que cette intégrale existe. Donc, alors, soit l'intégrale d'origine A, première intégrale de f au point x, donc c'est l'intégrale entre a et x, f de t dt. L'intégrale double donc, de f, ça va être IA de f au point x, c'est l'intégrale d'origine A d'ordre 1, f de l'intégrale d'origine 1 A1, f au point s au point x. Par définition, donc c'est l'intégrale entre a et x. Et c'est l'intégrale entre a et s, f de t dt. Ça, c'est celle-là. Voilà. Donc, sans le ds. Et tout ça en fonction de s, ds, donc ça va être 2. Alors, voilà, là, il y a un passage très important et il faut faire attention. Alors, comme le t, il est entre a et s, et le s, il est entre t et x, si on veut faire ici un changement de... Si on veut faire un changement de variable, ou plutôt faire un changement d'ordre d'intégration, donc c'est le théorème de Fubini-Tornelli qui intervient, donc c'est une intégrale double, pour permuter entre la dérivée dt et la dérivée ds. Donc là, vous remarquez qu'on a ds. Donc on essaye de permuter entre ds et dt. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a deux méthodes. Soit on remarque que le t il est entre a et s, et que le s il est entre t et x. Donc, si on veut permuter entre ds et dt, ça veut dire que les bornes d'intégration par rapport à s, c'est t et x. Alors, on fait la permutation. Donc, si on fait la permutation entre ds et dt, donc si le ds il devient ici et le dt il devient à l'extérieur, ça veut dire que les bornes d'intégration ils vont être t et x. C'est ce qu'on voit ici. Mais si on fait ça, ça veut dire qu'il n'y a pas f de t dedans. Et par voie de conséquence, on peut écrire cette intégrale double comme ça. Mais ça, ce n'est rien d'autre que x moins t. Et ça sera x moins t, f de t dt, l'intégrale entre a et x. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, ici, il y a 1. Donc, c'est l'intégrale entre a et x1 fois l'intégrale entre a et s, f de t dt ds. Donc, le 1 ici, ça sera la première fonction et l'intégrale, ça sera la deuxième fonction en fonction de s. Et on fait une intégration par partie. Donc, 1 fois cette intégrale, donc ça va être uv', ça va être u'v. Donc, le 1, c'est u', et ça, c'est v. Donc, si on va faire l'intégration par partie, on va aboutir donc à cette égalité. C'est une application simple. On va répéter cette opération une troisième fois. Et c'est les mêmes techniques. Donc, si vous avez compris celle-là, et bien ça, c'est une répétition jusqu'à l'ordre 1. Plutôt l'ordre 1 moins 1. Donc, on suppose que cette écriture est vraie jusqu'à l'ordre 1 moins 1 et en se basant sur la véracité de la formule à l'ordre 1 moins 1, on démontre par récurrence qu'elle est vraie à l'ordre 1. Et au bout, on a cette égalité qui est dans l'intégrale d'ordre n d'une fonction f. Alors, en se basant, là c'est la clé, en se basant sur cette égalité dans le cas entier, et on pose cette définition.
Donc, la définition, c'est quoi? Si on a une fonction qui est continue, parfois, on peut ne pas exiger la continuité. Donc, on appelle une intégrale de Riemann-Liouville de f l'intégrale suivante. Donc, à la place de alpha, de n, on met alpha. Et comme n moins 1 factoriel, donc c'est gamma de alpha, et on remplace n par alpha. Et où alpha, c'est un réel au complexe convenablement choisi, ça veut dire que la partie réelle de alpha, elle est supérieure à 0 pour avoir convergence de l'intégrale. Eh bien, l'une des clés donc, du calcul fractionnaire, c'est cette petite et gentille intégrale d'ordre alpha. On a une première proposition. Alors, pour l'existence de l'intégrale 1,23, on doit avoir la partie réelle de alpha positive. Donc, ça, c'est une condition sine qua non. Et en plus, la limite quand alpha tend vers 0, de I à alpha f au point x, elle est égale à f de x. Ça veut dire que l'intégrale d'ordre 0, c'est la fonction elle-même. Et du coup, on pose l'intégrale d'ordre 0 de f de x, elle est égale à f de x. Pour la démonstration, donc une petite preuve, toute gentille et toute sympa, on commence par prendre f, une fonction de classe C1. Si c'est une fonction de classe C1, alors une intégration par partie nous donne directement, donc on prend la fonction, et ça nous donne donc directement x moins a à la puissance alpha f de a sur gamma de alpha plus 1 plus cette intégrale-là. Et donc la limite quand alpha tend vers 0, donc là ça va être f de a, parce que ici ça va gamma de 1 et gamma de 1 c'est un 1. Là ça va être 1. Donc, on va garder f' de t dt et on aura f de a plus f de x moins f de a. F de a s'en va avec f de a et on va garder au final f de x. Maintenant, pourquoi on a pu donc faire entrer la limite à l'intérieur de l'intégrale? C'est l'une des conséquences de la permutation entre intégrale et limite. Les conditions sont vérifiées. Maintenant, revenons au cas, à notre cas, c'est la fonction f, elle est de classe C0. Donc, alors, si elle est de classe C0, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute et on retranche. Donc, on avait, donc, si vous remarquez, on avait f de t, on avait donc f de t. Donc, cette f de t, comment on va l'écrire? On va l'écrire f de t moins f de x plus f de x dx. Et on va partager cette intégrale du fait qu'elle est linéaire. Donc, ça va être l'intégrale entre a et x, f de t moins f de x, voilà, que multiplie le noyau singulier, plus donc la deuxième partie. Mais comme f de x ne dépend pas de t, donc on la sort en facteur. Et on aura ainsi deux intégrales. On a cette intégrale, qu'on sait calculer son intégrale et il est égal à celle-là. Mais cette intégrale, on va la diviser en deux. Et là, on fait attention, comme la fonction f est une fonction qui est continue sur AB, donc en particulier en x, donc on écrit qu'est-ce que c'est la continuité de l'application f au point x. Et ce rho-là, ça sera le rho de la continuité. Donc. Alors, f est continu en x, donc ça veut dire que quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un rho supérieur à 0, tel que quel que soit t, qui vérifie t moins x inférieur à rho, alors ceci implique que f de x moins f de t moins f de x est inférieur ou égal à epsilon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le u de hada, donc ce i2-là, il sera inférieur à 1 sur gamma de alpha, l'intégrale entre x moins rho, x moins t à la puissance alpha moins 1 fois epsilon. Pourquoi? Parce qu'on est entre x moins rho et x, cette condition-là. Le t il est entre x moins rho et x plus rho. Et comme on n'a pas le droit donc, de dépasser x, on va s'arrêter uniquement à x. Et ça sera inférieur à epsilon, rho à la puissance alpha sur gamma de alpha plus 1. Quand alpha tend vers 0, et fait réellement, donc cette quantité-là, tend vers 0. Pourquoi elle tend vers 0? Eh bien, elle tend vers 0 tout simplement parce que
Rho à la puissance alpha, donc c'est 1, gamma de 1, donc c'est 1, et on garde epsilon. Et on aura quoi? On aura la limite de U2, donc on aura la limite de U2, elle est inférieure à epsilon. Et je me rappelle quand j'étais à la première année d'université, le prof il nous disait soit A un réel, si quel que soit epsilon supérieur à 0, la valeur absolue de A est inférieure ou égale à epsilon, ça veut dire que ça il est égal à 0. Et c'était très amusant à l'époque. Maintenant, donc, on utilise donc des définitions basiques donc, de l'université, de la première année d'université pour travailler quelque chose de master. Donc, pour alpha supérieur ou égal à 0 et rho fixé, on obtient quoi? On obtient par rapport à la deuxième donc, intégrale, donc c'est le I1, donc l'intégrale U indice 1. On va obtenir une certaine constante ici. Pourquoi? Parce que f de t et f de x, donc f de t, c'est une fonction qui est continue. Si elle est continue, c'est un compact entre a et b. Ça veut dire qu'elle est finie. Et si elle est finie, ça veut dire qu'il y a une constante m et ça sera inférieur ou égal à m, gamma de alpha plus 1, rho à la puissance alpha, moins, donc c'est une intégrale de celle-là, fois x moins a à la puissance alpha. Quand alpha tend vers 0, donc c'est 1 moins 1, c'est 0. 0 fois une quantité qui est finie, donc c'est 0. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va considérer la différence entre l'intégrale et d'ordre alpha et f de x. Elle est inférieure ou égale à toute cette quantité-là. Donc, ça sera la valeur absolue de l'intégrale 1, la valeur absolue de l'intégrale 2 et la valeur absolue de f de x fois x moins a à la puissance alpha sur gamma de alpha plus 1 moins 1. Quand alpha tend vers 0, donc ça tend vers 0 et ça, c'est inférieur ou égal à epsilon. Quel que soit epsilon, ça veut dire 0 et ça, c'est 0. Et par conséquent, ça veut dire que la limite de I à alpha f de x égale f de x quand alpha tend vers 0. On a des propriétés qui sont très demandées en analyse fractionnaire. Si on a cette intégrale fractionnaire, il faut un minimum de semi-groupe pour pouvoir la manipuler par la suite et faire des opérations en équation différentielle. Donc, si la fonction f elle est de classe C0, si alpha et bêta sont deux complexes tels que les deux parties réelles sont positives et c'est une condition nécessaire d'existence de l'intégrale, eh bien, on a cette propriété de semi-groupe. Ça veut dire que l'intégrale d'ordre alpha de l'intégrale d'ordre bêta fractionnelle de f, c'est l'intégrale d'ordre alpha plus bêta de f. Pour la partie réelle positive, donc, si on a la partie réelle plus grande que 1, strictement plus grande que 1, donc la dérivée, elle vérifie cette égalité. Pour la démonstration, donc c'est quelque chose qui n'est pas très difficile. Donc, on va faire la composition. Et si on fait la composition, donc ça sera IA alpha, donc ça va remplacer la fonction f de s. Et on va écrire ce que c'est f de s. On va écrire ce que c'est IA bêta f de s. Donc, c'est celle-là. Ici, comme donc les deux intégrales, donc on sort l'intégrale, donc on le fait en commun. Et on va écrire la fonction de cette formule-là. Pourquoi? Parce que donc, il y a le S, il y a le S ici. Donc, on met le ds ici et le dt, comme ça ne dépend pas ça dépend pas, donc celle-là ne dépend pas de t. Donc, on va pouvoir le mettre ici et on écrit ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est la même chanson. Donc, c'est la même mélodie. Donc, ça, c'est entre A et S. Qu'est-ce qu'on fait? On va l'écrire. Donc, le T, il est entre A et S, mais le S, il est entre le S, il est entre T et X, et on fait un changement de variable. Donc, c'est pour pouvoir permuter entre dt et ds. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Mais sinon, on peut toujours faire par intégration par partie. On prend ici 1 et on prend la fonction qui est f et on fait la dérivation et ça marche. Ça sera donc celle-là. Le t, donc, il sort ici. Mais là, on fait une paramétrisation donc, du segment tx. Donc, ça c'est une paramétrisation. Si vous allez remarquer, donc, quand taux égale 0, donc s égale t. Et quand taux égale 1, donc s égale x. Donc, c'est une paramétrisation du segment tx.
un changement de variable, une paramétrisation donc du segment Tx, et on fait donc les calculs classiques. Et du coup, donc l'intégrale entre T, S et X de cette quantité-là, ça devient exactement celle-là. Abracadabra, donc les transformations classiques, remplacement, donc c'est une chose classique, et on tombe sur X moins T à la puissance alpha plus bêta moins 1, que multiplie cette intégrale. Et là, je reconnais cette intégrale, c'est la fonction bêta. Donc, celle-là, c'est exactement la fonction bêta qui est égale à gamma de alpha, gamma de bêta sur gamma de alpha plus bêta. Si on va remplacer donc, dans l'équation en question, donc ça va être quoi? Ça va être 1 sur gamma de alpha, gamma de bêta, fois l'intégrale de f de t, cette quantité-là dt, et on sort un facteur, on simplifie, et ça, c'est exactement la fonction i à alpha plus bêta de f au point x. Pour la deuxième identité, donc il suffit juste de faire la dérivation par rapport à x, mais comme alpha il est supérieur ou égal à 1, donc on va aboutir à l'équation. Donc celle-là, c'est la dérivée, et on utilise la formule de récurrence pour pouvoir écrire ça. Alors, un exemple, donc si on va prendre la fonction f de x égale x moins a à la puissance bêta, et on va chercher son intégrale d'ordre alpha, son intégrale de Riemann fractionnel d'ordre alpha, alpha réel strictement positif. Donc, ça s'écrit comme ça. On fait le changement de variable et on va obtenir donc cette équation. Donc, là, c'est du calcul d'intégrale. Juste une remarque de passage, en calcul fractionnel, malheureusement, on n'a pas la main pour calculer toutes les intégrales fractionnelles. Donc, on a des fonctions qui sont très gentilles, qui sont sympas, mais on sait que l'intégrale existe, on démontre que l'intégrale existe, mais malheureusement, on n'a pas la formule explicite de l'intégrale fractionnelle. C'est une chose qui n'est pas commune, donc avec l'intégrale classique, là, on pouvait globalement pouvoir calculer beaucoup d'intégrales. Mais par rapport au calcul fractionnel, le nombre de fonctions qu'on sait calculer leur intégrale est très, très, très peu. Alors, qu'est-ce que je disais? Là, j'arrive au terme de cette séance. La prochaine séance, Inch'Allah, ça sera consacré à la dérivée fractionnelle au sens de Riemann-Liouville d'ordre alpha. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis merci et à la prochaine, Inch'Allah.